Bonjour Charles Zitzenstuhl, Bonjour. merci, merci de nous recevoir dans le cadre de ces entretiens du confinement voulu par le pôle médiaculture de Colmar. Alors c'est un petit peu ambigu parce que vous êtes à la fois le local de l'étape de cette série d'entretiens, puisque vous êtes natif et vous vous partagez normalement entre Paris et Célestat, mais là vous n'êtes plus du tout, ces temps-ci, vous n'êtes plus du tout le local de l'étape, quoi. Ah oui, là, depuis le confinement et la crise, je suis à Paris. Voilà, ça va bientôt faire 3 mois et j'étais à Célestat encore le dimanche du premier tour des municipales et après je suis parti à Paris. Ah oui, depuis vous n'êtes plus revenu. Non, parce qu'on peut plus revenir. Et on Voilà. est entre zone rouge et zone rouge, voilà. Voilà, c'est ça. Et j'ai pris le lundi suivant le premier tour des municipales un TGV qui était désert. J'avais jamais fait ça. On devait être deux dans une rame de 10 wagons. La grande vie, Je sais pas, je suis pas sûr que ce soit la grande vie exactement. qu'on- Alors, vous êtes, voilà, on va parler essentiellement de votre premier roman, La Golfe Blanche, qui est paru en janvier aux éditions Gallimard. Alors, je disais que vous êtes de Célestat, mais avant de revenir à ce livre, avant de revenir à votre enfance, puisque ce livre parle de votre enfance, je voulais savoir justement à partir du comment, parce que vous êtes aujourd'hui membre du cabinet de Bruno Le Maire, le ministère de l'économie, notre ministre de l'économie, comment un enfant de Célestat se retrouve à Bercy. Comment un enfant de Célestat se retrouve à Bercy? Ben écoutez, moi j'ai fait mes études à Strasbourg et à Paris, et puis c'est à la fin de mes études que j'ai eu la chance de croiser Bruno Le Maire il y a 8 ans maintenant. Il était une des figures de l'opposition, et on a travaillé ensemble. Moi j'allais à son bureau et à ses QG de campagne à la fin de mes journées de bibliothèque à Sciences Po. Et petit à petit, voilà, une relation de travail et politique s'est nouée. Et quand il a été nommé ministre de l'économie et des finances, maintenant il y a 3 ans, moi je venais de soutenir ma thèse de doctorat, donc j'étais disponible, comme on dit. Il m'a proposé de rejoindre son cabinet et j'ai accepté. Et ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Vous parliez d'études à Strasbourg et Paris. Quelles études mènent à un cabinet ministériel? Or, traditionnellement, c'est les études qui tournent autour de la science politique quand même, hein, et dans un Sciences cabinet. Po Paris pour vous? Ouais, moi j'ai eu la chance de faire Sciences Po Strasbourg et Sciences Po Paris. Donc, j'ai fait deux instituts d'études politiques. Et puis mes collègues au cabinet, en général, ont aussi fait Sciences Po. Certains ont fait l'ENA, d'autres sont des ingénieurs et généralement ont fait l'école polytechnique. Alors, si votre sujet de thèse est accessible au commun des mortels, vous avez travaillé sur quoi? J'ai travaillé sur les relations entre la France et la Turquie, donc on est très loin de ce sur quoi je travaille maintenant depuis trois Ah ans à oui, Bercy, et du sujet aussi de la Golfe Blanche, mon premier roman. Et pourquoi est-ce que j'avais travaillé sur la Turquie? Parce que j'ai fait une année d'études il y a 10 ans à Istanbul, euh, d'accord. dans le cadre d'un échange universitaire. Je suis resté 1 an à Istanbul et cette ville m'a plu, ce pays m'a passionné. Et donc j'ai décidé pendant plusieurs années d'étudier ce pays, et j'en ai même fait une thèse de doctorat. Voilà. C'est Ah une oui, de mes passions. un pays absolument passionnant et désespérant à la fois, quoi. Ah, moi, passionnant. Moi, je retiens surtout vraiment la passion de la Turquie et puis d'Istanbul, qui est une ville absolument Mm. fascinante. Alors, juste deux, trois, puis vous verrez, j'ai une transition un peu malheureuse peut-être, mais que je suis très fier de cette transition. Mais juste avant de parler du roman, j'ai envie de pénétrer encore deux, trois minutes au cœur de la firme, hein, pour paraphraser le titre d'un film célèbre. Vous êtes au cœur de la firme ces jours-ci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change avec cette crise au sein d'un cabinet ministériel et un cabinet ministériel central comme le vôtre? Bah déjà, c'est que le confinement s'applique à tout le monde. Donc, on s'est retrouvé du jour au lendemain avec l'immense majorité des personnels, des hauts fonctionnaires et même des collègues renvoyés chez eux. Le cabinet a fonctionné en effectif ultra restreint, en faisant parfois voilà, des allers-retours. On y allait simplement pour une après-midi quand c'était nécessaire, etc. Donc, il y a déjà un changement dans le fonctionnement des effectifs, qui fait qu'on doit aller très vite, qu'on doit prendre des décisions
de façon très rapide. Hein. Ça, c'est aussi la crise que l'on vit depuis 3 mois qui a obligé à cela. Donc, c'est vrai que ça a un fonctionnement très différent d'une période normale. Parce que oui, la rapidité de la prise de La décision rapidité, et la décision elle-même, c'est vertigineux. Ça peut ouais, paraître vertigineux certains bah, jours. la rapidité de la prise de décision et de l'exécution des décisions est absolument décisif en période de crise. Et pour le moment, enfin, moi j'ai le sentiment que sur en tout cas le sujet économique et financier, on a réussi à décider très rapidement. On verra ce qui se passera ensuite, mais c'est vrai que c'est une période très nouvelle que l'on vit depuis 3 mois. Ah, vous êtes assis sur un volcan, enfin, peut-être tout le Oh pays, non, mais je vous, dirais, non? non, je dirais Juste- pas ça. J'ai l'impression que, justement, je voulais vous demander quelle est la clé, parce que vous êtes assis sur un volcan et vous avez l'air de quelqu'un capable de garder votre calme en toutes circonstances. Bah, il faut plutôt garder son calme en période de crise. Hein, et pour le coup, moi j'ai la chance d'avoir un patron qui a beaucoup d'expérience, qui fait de la politique depuis 20 ans, qui avait déjà occupé des postes de très haute responsabilité par le passé. Donc ça lui permet aussi, je crois, de gérer la crise de façon très sereine. Et puis les collaborateurs qui travaillent avec lui et les jeunes collaborateurs comme moi, c'est vrai que c'est un apprentissage assez remarquable et une expérience hors du commun. Alors, voilà ma transition qui peut être malheureuse, mais je l'assume. Est-ce que ce calme que vous avez, est-ce que vous n'avez pas appris tout petit à maîtriser vos sentiments et vos émotions? Est-ce que c'est, Je, je, est-ce que ce serait pas le tout petit point positif de quelque chose de terrible que vous est arrivé et dont on va parler? Si c'est positif, je sais pas. En tout cas, moi, l'enfance que j'ai eue et que j'ai romancé dans la Golfe Blanche, effectivement, a fait que très jeune, moi, j'ai été confronté à des sentiments et à des émotions extrêmement désagréables et difficiles à gérer et parfois à dominer. Ce que je montre aussi dans la Golfe Blanche, c'est que on ne réussit pas toujours forcément à les dominer, qu'elles ensuite vous les traînez, vous les portez, elles vous hantent. Est-ce que tout ça a eu un impact positif sur ce que je fais aujourd'hui et ma façon d'être? En réalité, j'en sais pas grand-chose et j'aime pas trop me risquer à ce genre de lien de causalité. C'est-à-dire, en clair, vous avez préféré la littérature à la psychanalyse? Hmm, c'est une bonne question. Enfin, j'ai pas fait de psychanalyse moi, à titre personnel. Après, j'aime beaucoup la psychologie. Hein. Moi, c'est une discipline scientifique que j'apprécie énormément. D'ailleurs, vous parliez de ma thèse de doctorat tout à l'heure. Euh, L'armature théorique de ma thèse de doctorat, en fait, m'a amené à beaucoup utiliser de la littérature de psychologie politique, comme on dit en sciences humaines. Donc moi, c'est une matière qui m'a toujours intéressé, mais je l'ai toujours prise pour ce qu'elle était, c'est-à-dire que c'était une matière scientifique. Et la littérature, pour moi, n'est pas dans le champ de la science, ne doit pas l'être, ne doit jamais chercher à l'être. Et ce sont vraiment deux univers distincts. Et si j'avais une conclusion à donner, et une conclusion qui peut peut-être être un peu présomptueuse de la part de quelqu'un qui est lui-même docteur, titulaire d'un doctorat, c'est que la littérature probablement est plus puissante que la science, in fine. Elle permet de dire, de restituer, de comprendre un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire dans la meilleure des thèses de sociologie, de psychologie ou de sciences politiques. Alors, vous avez donc opté pour la littérature plutôt que pour l'autobiographie, plutôt que pour le récit Linéaire. linéaire, euh, pour parler de votre enfance, de votre famille qui vivait alors, votre mère, votre sœur et vous, sous la terreur de qui, de quoi? Sous la terreur du père et sous la terreur de la violence d'un père que le fils, hein, donc moi dans le roman, va découvrir petit à petit en grandissant. Et c'est Donc, pardon, qui est ce père? qui est ce père? Qui Ben, était ce père? qui était ce père? C'est un homme qui, au début du roman, a une trentaine d'années. On a une quarantaine à la fin.
C'est un Allemand qui est venu s'installer en Alsace pour travailler, qui est un petit ingénieur et qui fonde une famille à Sélestat avec une célestadienne pure souche, la mère du narrateur, et qui va avoir deux enfants, le fils aîné, Charles, moi, et une petite fille, la cadette. Et donc, ils vont vivre une vie d'apparence paisible et sans histoire, voilà, dans un petit quartier de l'ouest de Sélestat. Et probablement qu'un certain nombre de personnes qui nous regardent reconnaîtront ce quartier qu'on appelle le Hayden, et dans une petite maison avec un voisinage très, très sympathique. Le père ingénieur, comme je l'ai dit, la mère institutrice, les grands-parents commerçants bien connus du centre-ville, et qui vont vivre leur vie, voilà, entre Sélestat et le village allemand du père, qui se trouve dans le Palatinat, donc pas très loin. Sauf que voilà, la clé du livre, et ce dans quoi moi j'ai voulu emmener le lecteur tout de suite, c'est que le fils aîné va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe de façon assez anormale dans cette famille, et que le problème vient de la violence de ce père. Justement, est-ce que, comme dans d'autres tableaux de violences domestiques, violences familiales, est-ce que ça, c'est uniquement le noyau qui est concerné, alors que tout le reste, tous les autres, les collègues, la famille proche, mais pas si proche que ça, ne voient rien, ne sait rien, ne voit rien, ou fait semblant de rien voir? Ouais, et effectivement, c'est ça, c'est le noyau en réalité qui est confronté à la violence du père, et le noyau, donc c'est la mère et les deux enfants. Et ensuite, le voisinage, l'entourage familial et amical proche. Au fond, je pense que il ne savait pas, il ne voyait probablement pas, et pour ceux qui ont vu ou su, cela n'était pas, en tout cas, à la mesure de ce que c'était réellement au sein du noyau familial. C'est pour ça que votre question me permet juste un peu de la prolonger et de dire quelque chose que je dis à chaque fois quand je suis interrogé sur ce livre, c'est que ce livre n'est pas un règlement de compte. Et je n'ai pas voulu rédiger ce roman, et mon premier roman en plus, dans une espèce de manifeste où j'allais un à un me faire l'ensemble de mes voisins, de mes amis et de membres de ma famille qui n'avaient pas vu ma souffrance et celle de ma sœur et ce que nous avions vécu. Au contraire, moi j'ai voulu restituer dans ce livre une réalité un peu brute, et, euh, et montrer ce que les autres n'ont pas vu, et ce que les autres, je pense, hein, c'est terrible à dire, mais ne pouvaient pas voir de toute Mais façon. Parce que c'était c'est aussi, bien le problème de toutes ces violences intrafamiliales qui ne sont pas nécessairement physiques, mais sont plus morales et verbales. C'est qu'en réalité, bien sûr qu'elles sont révoltantes, et moi je le dis d'autant plus parce que je les ai vécues, mais elles sont très très difficiles à caractériser, à déceler, à montrer, à et puis, prouver et à expliquer. c'était il y a 20 ans. C'est-à-dire que cette problématique était Et moins. c'était il y a 20 ans en plus. On voit la mise en place des numéros, un nouveau numéro mis en place pendant la crise Oui, du c'est vrai, tout ça Covid-19, parce n'existait pas à l'époque. Tout ça bien n'existait pas. sûr, bien sûr, on gardait ça dans l'entre-soi du noyau familial. Alors, ce qui est fascinant, il y a deux choses qui sont fascinantes vraiment dans ce livre, c'est que je vais utiliser un terme étrange, ça ne s'arrêtait jamais. En tout cas, ça ne Ouais, s'arrêtait jamais quand il était là. exactement. Ça, C'est une oppression, c'est un sentiment c'est une d'oppression. oppression constante. Ça ne s'arrêtait jamais. C'était continu. Et c'est bien ça, en réalité, ce qu'il y a de terrible dans ce genre de violence et dans ce genre de tyrannie, c'est que c'est sans fin, et ça semble sans fin à ceux qui le subissent, et que même les moments de répit qu'il peut y avoir, et je relate aussi dans le roman quelques moments de répit, ce que peuvent être des moments de répit. Au fond, le narrateur sait que ces moments de répit ne seront pas éternels, et que la violence reviendra un moment, une heure plus tard, un jour plus tard, une semaine plus tard, et donc à quoi bon vivre en gros.
Alors, ce qui est particulier, c'est qu'il y avait très peu de violence physique, en fait. Absolument, il y avait très peu de violence physique. Euh, elle, elle, elle arrive à la fin du roman, je vais pas effleurer les derniers Tout chapitres, à mais fait. il y a notamment une scène de violence physique vers la fin, mais qui montre plus, c'est-à-dire qu'on est vraiment au bout d'un processus qui est sur le point de dégénérer et d'éclater. Mais ce qui rendait effectivement cette villa extrêmement vicieuse, compliquée, c'est qu'effectivement, on était dans le domaine de l'invisible, de l'indicible. Alors, ce qui est terrible aussi, mais là, ça vous concerne plus directement, c'est que, en quelque sorte, vous aviez droit à un traitement de faveur. Traitement faveur, mais C'est négatif. ironique, hein? C'est Ouais, c'est totalement ironique, ironique. ouais. C'est de Ouais, ouais, l'humour c'est noir, ironique. c'est de l'humour jaune noir. C'est de l'humour Ouais, noir. ouais, ouais, c'est absolument. Et ça, le narrateur s'en rend compte très très vite. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a le père bon, qui a manifestement un problème et un petit dérangement pour se comporter d'une telle façon avec sa famille, et la famille qu'il a fondée d'ailleurs. Mais que le fils aîné, donc le narrateur du roman, est un peu le bouc émissaire ou la tête de turc du père. Alors là, ça renvoie, on parlait de psychologie tout à l'heure, ça doit probablement renvoyer à de grandes discussions et de grandes interrogations psychologiques sur la filiation, le père, le fils, etc. D'ailleurs, ce que je développe pas outre mesure dans le livre, parce que je pense qu'on là encore une fois, on n'est pas dans le domaine de la littérature et chacun se fait son analyse. Mais c'est N'empêche, effectivement ça, c'est un peu ce n'empêche, traitement de faveur. je voulais y revenir, hein, parce que c'est vrai que ce fils représente à la fois sa réussite, parce Mhm. que cet enfant est une pure réussite, et le miroir de son échec. Oui, oui, c'est que effectivement la relation est extrêmement ambivalente parce que d'un côté, le père et le fils partagent des moments où le père, en réalité, a une relation plutôt positive avec son fils, l'aide à se développer, ils font du sport ensemble, ils ont des discussions ensemble, et puis de l'autre côté, le père se rend compte effectivement que, ben oui, ce fils, voilà, se débrouille bien en sport, a de bonnes notes à l'école, voilà, a des amis, etc. Et donc ça le renvoie, lui, à sa propre solitude et à sa propre médiocrité. Et là, le fils, et c'est ça aussi que j'ai voulu montrer dans ce roman, là, pour le coup, la prise de conscience va mettre beaucoup plus de temps chez le narrateur, parce qu'il est encore trop jeune au début du roman, et donc il vit dans une espèce de relation, enfin de vision un peu idyllique de son père, et qui est normale pour un enfant. Et puis, il y a un moment où la médiocrité et quasiment la supercherie qu'est le père va apparaître en quelques mois très rapidement aux yeux du fils. Et il va se dire, Vers en quel âge? fait, Vers quel âge? Alors, par je quel pense vers événement? 10 ans à peu près, pour l'enfant vers 10 ans. Et en plus, là, il y a un concordant, il y a une espèce de terrible concordance Des événements? des cycles de vie entre le père et le fils, c'est-à-dire que l'enfant a à peu près, le fils va avoir 10 ans lorsque le père arrive dans la quarantaine, avec la fameuse crise de la quarantaine, alors qui existe ou pas, mais qui peut peut-être exister chez un certain nombre de personnes. Et donc le père va traverser au début de sa quarantaine une vraie crise professionnelle, personnelle, familiale, et c'est précisément le moment où le fils a 10 ans et donc commence à prendre conscience de ce qu'il est, de ce qu'est son entourage, de ce qu'est le monde. Donc il y a un terrible croisement de l'évolution des deux hommes, en fait, hein, qui structurent le roman. Et donc, quelles, quelles sont des scènes clés, enfin, dont vous vous souvenez? Alors, bah, les scènes dont je me souviens, c'est toutes celles qui sont dans le roman, Hmm. mais je crois que la scène d'ouverture, par exemple, du roman, qui est une scène très violente, est une scène marquante, voilà, et qui pour moi est aussi marquante à titre personnel, et c'est pour ça que j'ai voulu qu'elle Vous pouvez soit. la résumer pour les personnes qui Bah, n'auraient en pas lu gros, votre roman? pour la résumer, elle est très développée dans le roman, puisqu'elle fait Oui. 2 chapitres, hein. Hmm. Pour la résumer, c'est une colère noire du père et qui va s'en prendre verbalement, quasiment physiquement à la mère et au fils et qui va pousser
le fils a appelé la police. Voilà. Et donc c'est un moment, un tournant absolument décisif dans l'enfance du narrateur et dans la vie de la famille. Parce que donc ce père était arrivé à Célestat, on a parlé rapidement, il est arrivé à Célestat, il a fondé cette famille et il avait des rêves de création d'entreprise, des projets professionnels qui s'évanouissaient les uns après les autres. Voilà, il s'enfonçait de plus en plus sans Voilà, vouloir. c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que c'était quelqu'un voilà, de plutôt sérieux, qui venait là encore une fois d'une bonne famille allemande, de la Mmh. classe moyenne allemande, qui avait fait des études, qui était devenu ingénieur, voilà, quelque chose d'assez traditionnel en Allemagne par le système scolaire allemand, Mmh. qui était venu en Alsace travailler, qui parlait, qui avait très bien et très rapidement appris le français, qui à la fois parlait allemand, portait plutôt bien physiquement, faisait un peu de sport, avait gravi petit à petit les échelons dans son entreprise, et donc il se retrouve, fameux début de la quarantaine, un peu face à des portes qui se referment une à une, et notamment sur le plan professionnel, comme vous le Oui. dites. Il pense qu'il va monter un moment en responsabilité dans son entreprise, mais cette promotion lui est refusée. Il réagit de façon extrêmement violente puisqu'il décide de quitter l'entreprise où il travaillait depuis 15 ans. Il va partir d'une autre entreprise. Ça va très mal se passer avec son nouveau patron. Et puis ensuite, il a des projets de créer sa propre entreprise et où il pense qu'il va pouvoir créer une grande entreprise, et entreprise qui doit mettre clé sous la porte au bout de 2 mois. Et cette période-là, et c'est ça qui est assez saisissant dans la vie de cet homme, c'est que cette période-là coïncide avec l'explosion de sa famille. C'est-à-dire que l'échec familial coïncide totalement avec l'échec professionnel. Alors on ne sait pas lequel a précipité l'autre, mais tout ça se passe voilà, en 2 ans au début des années 2000. L'enfant a une dizaine d'années, le père il en a une quarantaine, et tout explose. À quel moment, parce que de nombreux récits d'enfants maltraités, ces enfants disent qu'en fait, pour eux, ils ont vécu une enfance normale, parce que c'était la leur et qu'il y en avait pas d'autres à disposition. Un enfant peut rarement comparer, surtout les enfants maltraités qui sont dans des environnements très souvent clos, avec très peu d'amis, enfin ou pas d'amis. Tout ça est toxique et refermé. Et pour eux, c'était une enfance normale et d'une certaine manière, ils n'ont découvert leurs différences ou leurs drames qu'à la libération de l'environnement toxique. Comment cela s'est-il passé pour vous? C'était pas le cas. Moi, j'ai eu très rapidement le sentiment que cette enfance-là était anormale. C'est pas arrivé quand j'avais 2 ans, bien sûr, mais Ouais. je pense qu'à partir de 7, 8 ans, j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose de profondément différent que je vivais par rapport à la majorité de mes camarades. Et ça se voyait, enfin, on dirait, je pense que je l'ai découvert aussi parce que je vivais à ce moment-là à Célestat, dans une ville, dans un quartier où il y avait beaucoup de familles, beaucoup de voisins, que à l'école j'avais beaucoup d'amis, donc j'étais amené, et également par le sport, j'étais amené à rencontrer beaucoup de gens et à découvrir la vie de ce qu'étaient beaucoup de familles. Et au bout d'un moment, je pense que simplement, moi, j'ai fait une espèce de comparaison inconsciente et où je me suis dit, mais il y a quelque chose de très étrange quand même dans la relation que j'ai moi avec mon père quand je vois celle de mes camarades ou quand je vois comment se comportent les parents de mes amis alors que mes parents ne se comportent pas comme ça. Donc ce sentiment moi de normalité, peut-être que c'est le cas hein, pour d'autres personnes qui ont été maltraitées, moi ça n'a pas été le cas. À l'inverse, j'ai compris très vite que tout ça n'était pas normal. Et par rapport à votre mère, d'autres choses que je lis et que je connais d'enfants maltraités, c'est que ne pouvant évidemment lutter face au bourreau, ils se sont mis à détester l'autre parent qui ne pouvait les protéger, qui ne voulait, qui ne pouvait, voilà, qui n'avait pas la force, et cetera, et cetera. Non, pour le coup, là encore, c'est assez différent parce que le roman montre bien qu'il y a eu entre le fils et la mère une relation très très forte et une complicité très très forte, et que d'ailleurs le processus euh, qui va amener à la libération, en fait, est un processus où la mère et le fils sont main dans la main
et collabore très étroitement pour un moment, en fait, prendre quasiment le père en tenaille. Donc là, encore une fois, c'est assez différent. Alors, évidemment, le titre, qu'est-ce que c'est que ce titre étrange? Pourquoi la Ouais, golfe blanche pour parler de maltraitance la familiale? golfe blanche, c'est... Qu'est-ce que c'est que cette moi, golfe blanche? j'ai essayé, je voulais un titre qui puisse symboliser un peu ce qu'était la terreur que faisait subir le père. Et là, donc, la golfe blanche, c'est la voiture du père. Enfin, la voiture du père sur l'essentiel du roman, parce qu'à un moment, le père change de voiture, mais ça, je laisse le lecteur lire. Mais la Oui, golfe blanche, c'est drôle ce que vous dites. Bah, du coup, je ne vais pas le dire, c'est drôle à la fin. Il repart, enfin voilà, c'est vrai. donc la golfe blanche, c'était la voiture du père pendant l'essentiel de la période du roman, et notamment le père se servait de cette voiture-là pour terroriser sa famille. C'est-à-dire que on découvre au fur et à mesure du livre que le père, dans les objets de torture qu'il utilise sur sa femme et ses enfants, il y a la vitesse sur la route. Donc c'est quelqu'un qui, en rentrant d'une promenade dans les Vosges le dimanche après-midi, peut taper du 180 sur l'autoroute entre Colmar et Célestat, parce qu'il sait que ça va faire peur à tout le monde. Et donc il y a beaucoup de scènes dans le livre qui se Mais, passent dans cette fameuse golf. mais pas seulement parce que c'est une scène c'est une scène qui m'a marqué. Ce n'est pas seulement qu'il va vite. Cette scène-là, au niveau d'Ostheim, puisqu'on est Oui, entre Colmar ouais, et Célestat, puisque votre mère le supplie de arrêtez. freiner, d'arrêter, il le supplie d'arrêter, et ben il va le faire. Oui, il va le faire, et donc il va nous déposer sur une aire d'autoroute, je ne sais plus d'ailleurs si elle existe encore, Non. entre Célestat et Colmar, je crois effectivement, donc vers Ostheim ou vers Guémar, et il les laisse, et il part. Et donc il les laisse voilà, au bord de la route, comme on laisserait un animal dont on veut se débarrasser. Et ça, c'est une des autres scènes marquantes du livre, et moi de mon enfance aussi, et c'est Vous pour ça rentrez que à j'ai voulu pied. la relater. Il vous Et fait donc on rentrer à rentre à pied. pied sur les chemins de terre là, qui ramènent jusqu'au sud de Célestat. Voilà. C'est terrible. Donc, je voulais savoir, pourquoi rouvrir des cicatrices anciennes que, par votre brillant parcours, vous aviez réussi à refermer? Vous étiez un exemple de résilience. Pourquoi rouvrir des cicatrices anciennes? Eh ben moi, je pense à l'inverse que ce livre m'a aidé plutôt à les suturer. C'est que, bien sûr, moi, l'histoire terrible que j'ai vécue, j'en parlais très peu. Je m'épanchais peu là-dessus, et beaucoup d'amis, d'ailleurs, en lisant le livre, hein, m'ont ensuite dit: ah, mais j'ai jamais su, on savait un peu, mais on ne savait pas à ce point. Voilà. Beaucoup s'en sont voulus. D'ailleurs, je leur ai dit: vous avez à vous en vouloir de rien, personne n'est coupable là-dedans. Mais voilà, c'est une expérience dont on n'a pas trop envie de parler, qu'on n'a pas trop envie de partager. Et moi, j'avais ressenti le moment, donc il y a maintenant 2 ans, d'écrire et de mettre un peu un point final à cette histoire-là. Et puis j'ai trouvé que mettre ça dans un roman, romancer ça, avoir une construction littéraire et artistique autour de quelque chose d'aussi noir me plaisait. Voilà, c'était un peu un clin d'œil, je pense. Euh, Moi, Vous parlez de vous. j'ai pas envie de vivre ma vie entière avec un fardeau, avec un espèce de boulet psychologique à se traîner. Et j'ai un peu décidé de sublimer ça dans une démarche littéraire. Vous parlez d'un clin d'œil, dites donc. Euh, et est-ce que vous pensiez auparavant à l'écriture, Un petit vous peu. Alors, vous moi, êtes dit, c'est le moyen j'ai justement été de me amené, libérer de ce poids? alors non, je me suis jamais dit avant que je me libérerais de ce poids en l'écrivant. D'accord. L'idée m'est venue d'écrire sur cette histoire-là en 2017, lorsque moi j'avais donc terminé la soutenance de ma thèse, donc fini mes études, que je commençais ma vie professionnelle au ministère, et donc quand j'étais un peu à un tournant, voilà, pour utiliser des grands mots.
Et là, je me suis dit, ah ouais, mais il y a cette histoire-là, moi, que je traîne, qui me hante, et pourquoi est-ce que j'en ferais pas un livre? Alors, écrire, pour moi, était quelque chose que j'avais en tête depuis plusieurs années. J'ai notamment écrit une thèse de doctorat, j'ai écrit des articles scientifiques, des articles de colloques, donc c'était quelque chose, voilà, qui était un peu dans mon habitude. Mais écrire un moment un roman est en fait une idée très, très récente qui m'est arrivée. J'étais pas du tout un enfant ou un adolescent bercé de littérature. C'est quelque chose qui m'est arrivé très tard. Voilà. Vous aviez un atelier d'écriture à Sciences Po, quand vous y étiez? Ça Non, existe, ça non, existait non, déjà parce non, qu'aujourd'hui, non, 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 aujourd'hui, non, ça existe, voilà. non, non, D'accord. pas du tout. Alors, bien évidemment, la question c'est est-ce que vous avez soumis le manuscrit à votre mère, à votre sœur? Oui, bien sûr, elles l'ont eu. Donc, quand j'ai terminé, elles ont été dans les premières lectrices. Et si je Et peux, elles m'ont dit que, bien sûr, bon, c'était pour elles pas facile, hein, forcément, de relire un certain nombre de choses. D'ailleurs, elles n'ont pas été aussi faciles à écrire, hein, aussi pour l'auteur parfois. Mais elles m'ont dit qu'elles comprenaient la démarche et qu'elles l'acceptaient. et de la même manière, cette enfance ne vous a pas fait tourner le dos à l'Alsace ni à Célestat. Souvent, il y a une rupture dans ces Hum. histoires-là, une rupture géographique aussi. Non, il n'y a pas eu de rupture avec l'Alsace et Célestat, et qui vient aussi du fait que moi j'ai continué à vivre à Célestat C'est vrai. après. Donc le père va être amené à vivre ailleurs, à s'éloigner. Mais moi, je suis resté à Célestat, au collège, au lycée. Après, je suis parti à Strasbourg et à Paris pour mes études, mais je suis toujours lié à Célestat. Ma famille alsacienne est toujours à Célestat. Et puis, je suis conseiller municipal de Célestat. Donc, voilà. Absolument. Alors, je voulais évidemment vous reprendre toute la dernière page, la preuve, de Ouais. votre livre. Euh, c'est- on peut le dévoiler, ce dernier chapitre se conclut sur le départ de votre père, hein. Il aura passé 15 ans en Alsace, dont ben, les 13, voilà, vous avez Mm. 13 ans quand il part. Vous dites une phrase terrible, il n'avait rien construit, avait beaucoup détruit, sa famille surtout. C'est une scène d'adieu sans effusion, Oui. étrange, troublante, et les derniers mots de votre roman sont « Je ne l'ai jamais revu ». Est-ce vrai? Est-ce C'est vrai? authentique. C'est authentique. Et depuis, non plus. Non plus, non. C'est authentique. Vous ne savez pas ce qu'il est devenu, vous ne voulez Je, pas le je, savoir, vous... non, je sais que, non, non, je sais qu'il est, il est toujours là, il est en Allemagne, il a refait sa vie, mais la dernière phrase est authentique. Vous ne, pour vous, vous avez tiré un trait sur ce père. Ouais, 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 ouais. Bien, ben, ce sera, si j'ose dire, le mot de la fin de cet entretien. Je vous conseille ardemment la lecture de Merci. ce formidable, mais c'est vraiment, voilà, c'est un récit évidemment terrible, euh, mais c'est de la littérature, c'est de la vraie littérature blanche, comme la collection de chez Gallimard l'indique, la Golfe blanche de Charles Zitzenstuhl. Je vous remercie infiniment Merci à vous. et puis je vous souhaite beaucoup de courage parce que vous êtes Merci. dans la tempête et prenez les bonnes décisions pour nous, hein. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.